Je sens encore le goût âcre du poison sur ma langue, ce mélange subtil de ciguë et de fiel qui m'a arraché à la vie en une agonie silencieuse. Mon cœur s'est arrêté net dans cette cuisine parisienne aux murs jaunis par l'humidité de l'automne, tandis que mon mari, ce salaud aux yeux d'ange déchu, feignait l'inquiétude en composant le numéro des urgences. Et maintenant, par un caprice du destin ou une malédiction divine, je suis revenu non pas en fantôme vengeur, mais dans mon propre corps, 3 ans en arrière, le jour même où il a versé la dose fatale dans ma soupe. Mes mains tremblent sur le comptoir en marbre froid, je revois le flacon caché dans sa poche, ce sourire carnassier qu'il m'a lancé en me servant le bol fumant. « À nous, ma chérie », a-t-il dit, et j'ai bu, idiote que j'étais, avalant mon propre tombeau. Paris, cette ville des amours éternels et des trahisons fulgurantes, m'a craché à la figure son ironie cruelle. J'étais Claire Duval, 32 ans, galeriste dans le Marais, une femme qui collectionnait les toiles tourmentées de jeunes artistes maudits, ignorant que ma propre toile se nouait en un nœud gordien de mensonges. Mon mari, Étienne Laurent, avocat renommé au barreau de Paris, incarnation parfaite du charme bourgeois, costume sur mesure, accent traînant comme un vin de Bordeaux, et un secret si sombre qu'il m'a tué pour le protéger. J'ai ouvert les yeux ce matin-là, dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, avec le soleil filtrant à travers les voilages, et la certitude viscérale que ce n'était pas un rêve. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain, mes cheveux encore longs, pas encore coupés en deuil après ma mort accidentelle. Mes yeux, verts comme l'absinthe qui empoisonne les poètes, brûlant d'une rage nouvelle. La première chose que j'ai faite, après avoir vomi tripes et boyaux dans les toilettes, un réflexe de mon corps se rappelant l'agonie future, c'est fouiller son bureau. Étienne était déjà parti pour son cabinet, laissant derrière lui l'odeur de son aftershave et un dossier mal refermé. Les pages jaunies d'un contrat véreux, il avait détourné des fonds de clients ruinés, des veuves et des orphelins spoliés dans des affaires immobilières autour de la Tour Eiffel. Pire encore, une lettre froissée d'une maîtresse, une certaine Isabelle Moreau, qui signait « Ton poison pour elle, et notre vie pour nous ». Mon sang s'est glacé. Isabelle, mon amie d'enfance, la complice au rire complice lors de nos dîners mondains. Elle m'avait trahi à deux, ces vipères nichées dans le nid douillet de notre mariage. J'ai ri, un rire hystérique qui a résonné dans l'appartement vide, un écho de la folie qui me guettait. Mais la vengeance n'est pas un caprice, c'est une symphonie en mineur, jouée note à note sur les cordes tendues de la patience. J'ai commencé par l'innocent, observer, noter, reconstruire le puzzle de ma propre mort. Ce soir-là, le dîner fatidique approchait. J'avais cuisiné une pot-au-feu, ce plat réconfortant des dimanches pluvieux, ignorant qu'il deviendrait mon linceul. Étienne rentrerait tard, prétextant une audience au palais de justice, mais je savais maintenant, il passerait par la pharmacie discrète de la rue des Abbesses pour le poison. J'ai attendu, le cœur battant comme un tambour de guerre, et quand la porte s'est ouverte sur son sourire faux, j'ai vu le renflement dans sa veste. « Chérie, quelle bonne odeur !» a-t-il susurré en m'embrassant, ses lèvres froides comme la lame d'un couteau. Nous nous sommes assis à table, sous le lustre en cristal qui jetait des éclats accusateurs. Il a versé le vin, ce pomerol corsé qu'il affectionnait, et j'ai feint la joie conjugale, riant à ses anecdotes sur des collègues corrompus. Puis, le moment est venu, il s'est levé pour remuer la soupe, et j'ai entendu le tintement subtil du flacon contre la cuillère. Mon estomac s'est noué, mais je n'ai rien dit. Au lieu de cela, quand il m'a servi, j'ai souri et dit « Laisse-moi te servir, pour une fois ». Ses yeux ont vacillé une fraction de seconde imperceptible pour quiconque, mais pour moi, c'était une faille dans son armure. J'ai échangé les bols sous prétexte d'ajuster les serviettes, un geste anodin dans le balai de notre routine. Il a mangé, inconscient, mâchant avec appétit ce festin empoisonné. 30 minutes plus tard, tout a explosé. Pas littéralement, pas encore mais dans sa chair, dans ses veines. Il s'est plié en deux, un râle guttural montant de sa gorge, les yeux exorbités fixés sur moi comme si j'étais le diable en personne. « Claire. Qu'est-ce que » a-t-il balbutié, avant que l'écume ne coule de ses lèvres. J'ai composé le numéro des urgences, ma voix tremblante de feinte panique, mon mari. Il étouffe. Vite. Les sirènes ont hurlé dans la nuit parisienne, déchirant le silence du quartier bourgeois. À l'hôpital Necker, les médecins ont secoué la tête, intoxication aiguë, indétectable sans autopsie poussée. Mais j'avais déjà planté la graine du doute, une note anonyme glissée dans les dossiers, suggérant un suicide lié à des dettes occultes. Pourtant, ce n'était que le premier mouvement. Étienne a survécu, à peine, dans un coma artificiel qu'il a laissé végétatif, un légume accroché à des machines dans une chambre stérile.
Isabelle est venue, bien sûr, les yeux rougis par des larmes crocodiles, murmurant à son oreille des promesses vides. Je l'ai vue, cachée dans l'ombre du couloir, et j'ai souri intérieurement. La trahison n'était pas qu'un poison culinaire, c'était un réseau de mensonges tissés depuis nos fiançailles à la mairie du 4e. Étienne avait utilisé mon nom pour couvrir ses malversations, la galerie d'art comme façade pour blanchir de l'argent sale, des toiles volées aux collectionneurs juifs rescapés de l'occupation, revendues sous le manteau. J'avais porté le chapeau, innocente, signant des chèques que je croyais artistiques. Quand les enquêteurs avaient frappé à notre porte, ils m'avaient désigné comme la coupable, me jetant au loup pour sauver sa peau. Ma mort? Un accident pour effacer les traces, me faire taire à jamais. Maintenant, revenu des abysses, je marche dans les rues mouillées de Paris, l'air chargé d'odeurs de pain frais et de diesel. Je rends visite à Étienne tous les jours, lui lisant des passages de Balzac le Père Goriot, ce roman sur la trahison filiale, ma voix douce comme un venin lent. Les infirmières murmurent que je suis une épouse dévouée, ignorant que chaque mot est une lame. Isabelle, elle, s'agite, elle a pris une chambre d'hôtel près de l'hôpital, prétextant le soutien moral, mais je sais qu'elle complote pour hériter de ce qu'il reste. J'ai piraté son téléphone à un petit tour appris dans les nuits solitaires de ma vie antérieure, consultant des forums sombres sur le dark web. Ces messages à un notaire véreux, accélérer le testament. Elle doit payer. Ma première décision controversée tombe comme une guillotine, je contacte un ancien client de la galerie, un Russe exilé nommé Victor Ivanov, trafiquant d'icônes byzantines avec un passé en Tchétchénie. J'ai des infos sur Laurent, lui dis-je au téléphone, d'une voix voilée. Nous nous rencontrons dans un café enfumé de Montmartre, sous le regard indifférent des touristes. Victor, cicatrices barrant son visage comme des fleuves gelés, écoute mon récit sans broncher. Tu veux sa peau, ou son empire, demande-t-il, ses yeux de glace. Je choisis les deux. En échange d'un tableau volé que j'ai retrouvé dans nos réserves, il active son réseau, des hackers russes qui s'infiltrent dans les comptes d'Étienne, drainant les fonds vers des paradis fiscaux anonymes. L'argent disparaît, goutte à goutte, laissant des traces pointant vers Isabelle. La tension monte comme une marée noire. Isabelle me confronte un soir, à la sortie de l'hôpital, sous la pluie battante de la Seine. « Qu'est-ce que tu fabriques, Claire ? Il agonise par ta faute, hurle-t-elle, son maquillage coulant comme du sang dilué. Je la fixe, impassible, et lâche, c'est toi qui as versé le poison dans mon bol, il y a 3 ans. Où l'as-tu oublié ? Son visage se décompose, elle sait que je sais. Tu mens. C'était un accident. Mais ses yeux trahissent la panique. Je m'approche, murmurant, les accidents se paient au prix fort. Elle s'enfuit dans la nuit, claquant la portière de sa Clio rouge, mais je sais qu'elle appellera la police. Pas encore. Pas avant que je n'ai démantelé son nid. Les jours suivants sont un tourbillon de paranoïa délicieuse. Je dors peu, hanté par les flashs de ma mort, les convulsions, le monde se rétrécissant en un tunnel de douleur, Étienne penché sur moi avec un triomphe masqué. Mais la Renaissance m'a forgé en acier trempé. J'embauche un privé, un ex-flic nommé Duval, ironie du sort, même nom que moi, pour surveiller Isabelle. Ses rapports tombent comme des bombes, elle couche avec le notaire, planifiant un faux testament où Étienne, récupéré miraculeusement, la nommerait héritière. Pire, elle a accès à son compte en banque, vidant les restes pour financer une fuite à Nice. Je ris à nouveau, ce rire qui effraie même les pigeons de la place des Vosges. Le climax de cette première phase arrive lors d'une soirée mondaine à l'hôtel Lutetia, où les élites parisiennes se pavanent en smoking et robes de couturier. Isabelle y est, seule, tentant de charmer des investisseurs pour combler le trou béant des finances d'Étienne. Je m'y rends en noir absolu, un fourreau qui moule mes formes comme une seconde peau, et je l'aborde au bar, un verre de champagne à la main. À la santé des traîtres, dis-je en trinquant. Elle blêmit, mais le jeu est lancé. Sous les lustres étincelants, je glisse à l'oreille d'un procureur influx, Madame Moreau sait tout sur les fonds détournés de Laurent. Demandez-lui les détails. Les murmures s'amplifient, les regards se tournent. Isabelle s'effondre en larmes feintes, accusant une calomnie, mais le poison du doute est semé. De retour chez moi, seul dans l'appartement qui pue encore le fantôme de notre vie conjugale, je pleure pour la première fois depuis ma renaissance. Pas de pitié pour lui, non pour moi, la Claire d'avant, naïve et amoureuse. Demain, la phase 2, frappée au cœur de leur empire. Mais ce soir, je bois à ma propre résurrection, le vin rouge coulant comme du sang frais. Paris dort, mais pas moi. La nuit est jeune, et la vengeance,
éternel. Les ombres s'allongent sur les boulevards du faubourg Saint-Honoré, où les vitrines des joailliers scintillent comme des yeux accusateurs. 2 semaines après l'incident du Lutetia, Isabelle est devenue un spectre, son appartement de Passy est sous-scellé, perquisitionné par la brigade financière pour complicité dans les fraudes d'Étienne. Elle m'appelle au milieu de la nuit, voix éraillée par la peur et le whisky, « Claire, arrête ça. Tu vas nous détruire tous. » Je raccroche sans un mot, savourant le silence qui suit, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge comptoise héritée de ma grand-mère normande. Détruire? Oh, ma chère, ce n'est que le prélude. La vraie symphonie commence maintenant, avec des notes graves et discordantes qui feront trembler les piliers de leur hypocrisie. Ma vie antérieure me hante comme un film en boucle, les rires forcés lors de nos dîners avec Isabelle, ses confidences murmurées sur nos maris au parfait, alors qu'elle savait déjà pour les maîtresses d'Étienne et en était une. Le secret enterré le plus profond? Pas seulement l'argent sale, mais un enfant. Notre enfant, avorté en secret 6 mois avant ma mort, parce qu'Étienne avait décrété que ça compliquerait les choses. J'avais pleuré seul dans une clinique anonyme du 14e, tandis qu'il signait des contrats pour des villas en Provence avec l'argent des autres. Isabelle était là, en infirmière bénévole, me tenant la main et me mentant, « C'est pour le mieux, Claire. Tu es forte. » Forte? J'étais brisé, et c'est cette fracture qu'ils ont exploitée pour me pousser dans l'abîme. Revenu, je décide de creuser ce tombeau familial. J'embauche un généticien discret, un professeur de la Sorbonne payé sous le manteau pour analyser les échantillons d'ADN d'Étienne prélevés lors de ses visites à l'hôpital, un cheveu sur son oreiller, une trace de salive sur un gobelet. Les résultats tombent comme un coup près, l'enfant était bien sien, mais il avait falsifié des tests pour d'autres liaisons, couvrant une paternité illégitime avec Isabelle. Une fille, née en cachette à Lyon, confiée à une nourrice payée pour le silence. 7 ans maintenant, innocente dans ce bourbier. Mon cœur se serre à vengeance ou non, je ne laisserai pas une enfant payer pour les péchés des adultes. Mais d'abord, utiliser cette arme. Je contacte la nourrice, une bretonne bourrue nommée Marie, via un numéro trouvé dans les papiers d'Isabelle. Madame Duval? C'est pour l'enfant? Sa voix tremble à l'autre bout du fil. Nous nous rencontrons dans un bistrot de Belleville, loin des yeux curieux du centre. Marie, ridée comme une pomme oubliée, me raconte tout, l'argent qui sèche, les menaces d'Isabelle pour récupérer la gamine. Elle n'est pas à moi, mais je l'aime comme la mienne. Je glisse une enveloppe épaisse dans sa main, emmenez-la en Bretagne, chez vos parents. Personne ne vous trouvera. En échange, elle me donne des photos, des lettres preuves irréfutables de la filiation cachée. L'arme parfaite pour frapper Isabelle au plexus, exposer son hypocrisie maternelle. La décision controversée qui me ronge l'âme arrive alors, dois-je détruire l'enfant pour achever la mère, ou la sauver pour la torturer plus finement? Je choisis la seconde, car la vraie cruauté réside dans le remords. J'envoie les documents anonymes à la presse Pipo, le voici, Paris Match, avec un titre choc, l'avocat corrompu et sa fille secrète, le scandale Laurent Moreau. Les flashs crépitent devant l'hôpital, les journalistes assiégeant Isabelle qui hurlent des dénégations. C'est une fabrication. Claire est folle. Mais les preuves sont là, irréfutables, et son monde s'effrite. Elle perd son poste de consultante en art ironie, dans ma propre galerie, licenciée pour conflit d'intérêts. Seule dans son hôtel miteux de la gare du Nord, elle sombre dans l'alcool, ses messages à des amants éphémères devenant des cris de détresse. Pendant ce temps, Étienne émerge du coma, un miracle médical que les tabloïds s'arrachent. Ses premiers mots, rauque, Claire. Oh. Je suis là, penché sur lui, un verre à la main. Bien sûr, mon amour. Bois. Mais dans l'eau, un sédatif léger, juste assez pour le garder docile. Les médecins s'émerveillent de ma dévotion, ils ignorent que je lui injecte des doses subtiles de Véronique, apprises dans des grimoires numériques sur les poisons médiévaux français. Pas pour le tuer pas encore, mais pour le plonger dans des hallucinations où il revit sa trahison, moi, agonisante, le maudissant de l'au-delà. Il hurle dans la nuit, réveillant les couloirs, elle est revenue. Elle me hante. Les psys parlent de délire post-traumatique, je souris en coin, sachant que c'est ma voix qui murmure dans son subconscient. La tension culmine lors d'une confrontation orchestrée. J'invite Isabelle à l'hôpital, prétextant une réconciliation. Elle vient, défaite, les cheveux en bataille, un manteau trop grand sur ses épaules frêles. Finissons en, Claire. Qu'est-ce que tu veux? Nous nous asseyons près du lit d'Étienne, qui gémit dans son sommeil.
Je sors les photos de l'enfant, les posant comme des cartes au tarot. Ta fille. Elle est en sécurité, loin de toi. Merci pour le sacrifice. Ses yeux s'écarquillent, puis se remplissent de larmes vraies, pour une fois. Comment? Tu n'as pas. Je hoche la tête. J'ai sauvé ce qu'il reste d'humanité en toi. Mais pour le reste, paix. Elle se jette sur moi, ongles griffants, mais les gardes l'immobilisent. Monstre! Tu es pire que nous, hurle-t-elle. Pire? Peut-être. Mais la vengeance française est un art raffiné, trempé dans l'absinthe de l'honneur bafoué. Dehors, la pluie martèle les pavés, et je marche vers le métro, l'esprit clair. La phase 3 approche, impliquer les puissants. Étienne avait des protecteurs, un juge au Conseil d'État, un préfet impliqué dans les loteries immobilières. Je les contacte un par un, via des intermédiaires, offrant des dossiers sensibles en échange de leur silence sur les affaires Laurent. Le juge, un homme bedonnant nommé Bertrand, mort à l'hameçon dans un salon privé du Ritz. « Que attendez-vous de moi, Madame Duval » demande-t-il, cigare aux lèvres. « Ouvrez une enquête sur Moreau. Et fermez les yeux sur le reste. » Il rit, nerveux. « Chantage ? Justice poétique, corrige-je. » Il cède, et les mandats tombent, perquisition chez Isabelle, saisie de ses biens. Mais le twist mineur de cette étape me frappe comme un retour de flamme. Dans les papiers saisis, je trouve une lettre d'Étienne à moi, datée du jour de ma mort, « Pardonne-moi, Claire. C'était pour nous sauver tous. » Mensonge jusqu'au bout. Pourtant, un doute s'insinue, et si j'avais su plus tôt? Et si ma naïveté avait contribué? Je chasse l'idée, me rappelant les convulsions, le vide. Non. La trahison est absolue. Les nuits parisiennes deviennent mes complices, errance le long de la Seine, où les lumières dansent sur l'eau comme des spectres joyeux. Je couche avec un jeune artiste de la galerie, un fugace réconfort charnel, mais son corps n'apaise pas la rage. « Tu es si intense, Claire » murmure-t-il. Intense? Je suis un volcan en sommeil, prêt à engloutir Rome ou Paris, du moins leur petit monde pourri. Bientôt, le vrai chaos trao, le procès. Isabelle est inculpée pour complicité d'empoisonnement et fraude, Étienne, pour détournement à son réveil. Je témoigne, voix sereine, peignant le portrait d'un couple uni brisé par la cupidité. Les flashs des photographes m'aveuglent, mais je souris pour les caméras, la veuve vengeresse, icône des femmes trahies. Derrière, Victor m'envoie un message, les rues sont tout nettoyées. Ton tableau est à Moscou. Libre, enfin. Pourtant, la fin de cette partie n'est pas triomphale. Seul dans mon lit, je rêve de l'enfant et une petite fille aux yeux d'Étienne, riant sur une plage bretonne. Ai-je sauvé une innocente, ou créé un monstre en herbe? La vengeance a son prix, et le mien commence à peser. Le palais de justice de l'île de la Cité se dresse comme une forteresse gothique, ses gargouilles grimaçantes veillant sur les âmes damnées qui y entrent. Le procès d'Isabelle Moreau débute sous un ciel de plomb, novembre enveloppant Paris d'un manteau de brume qui colle à la peau comme un remords. Je suis assise au premier rang, vêtue d'un tailleur gris perle, le symbole de la veuve éplorée, mais intérieurement, je bouillonne, un chaudron de sorcière mijotant des filtres de rancune. L'accusation défile, preuve d'email codé entre elle et Étienne, virement suspect vers des comptes offshore au Caïman, et ce flacon de poison acheté sous un faux nom dans une herboristerie occulte de la butte aux Cailles. Madame Moreau, reconnaissez-vous avoir comploté pour éliminer votre meilleur ami, tonne le procureur, un homme sec comme un croc en jambe. Isabelle, menottée mais coiffée à la perfection, lève le menton en défi. C'était Étienne. Il m'a forcé, menacé avec nos dettes communes. Claire. Elle était déjà perdue, impliquée dans les fraudes de la galerie. Mensonge habile, visant à me salir. La salle murmure, les journalistes griffonnent furieusement. Mon tour vient, je monte à la barre, main sur la Bible laïque de la République, et je raconte pas tout, bien sûr. La version édulcorée, ma découverte tardive des malversations, l'amour trompé, le dîner fatal où j'ai senti quelque chose d'anormal dans son comportement. J'ai échangé les bols par instinct, pour le protéger. Mais il s'est empoisonné lui-même, rongé par la culpabilité. Les jurés hochent la tête, émus par cette fable de femme intuitive. Isabelle me fusille du regard, ses yeux comme des poignards empoisonnés. Derrière les coulisses, ma vengeance tisse sa toile plus serrée. J'ai fait alliance avec Bertrand, le juge complice,
qui glisse des pièces à conviction ou oubliées, un enregistrement audio d'Isabelle riant avec Étienne de l'accident de Claire. Comment les jeux obtenus? Un micro planqué dans sa chambre d'hôtel par Duval, mon privé fidèle, lors d'une nuit où elle soliloquait ivre sur son sort. La voix d'Isabelle, rauque, elle a bu sans se douter. 30 minutes, et pouf. Notre liberté. La cour entière retient son souffle quand le procureur joue la bande, Isabelle s'effondre, sanglotant pour de bon cette fois. C'était un moment de faiblesse. Je l'aimais, Claire, aime-t-elle, mais c'est trop tard. Le verdict pend comme une épée de Damoclès. Pourtant, la décision la plus controversée de ma renaissance me confronte alors, Étienne, toujours en convalescence, demande à me voir en privé. Escorté par des gardiens dans une salle aux murs nus, je le trouve amaigri, le visage creusé comme un paysage lunaire. Claire. Je sais que c'est toi. Le poison, l'échange. Tu es revenu d'entre les morts pour me tourmenter. Sa voix est un murmure brisé, et pour la première fois, je vois de la peur pure dans ses yeux, pas du calcul, de la terreur. Pourquoi, Étienne? Pour l'argent? Pour elle? Il hoche la tête, larmes coulant. Pour tout. L'enfant. Notre fille. Je ne pouvais pas risquer le scandale. Et toi, tu signais tout, innocente mais complice. Un poignard dans mon ventre, il a raison, en partie. J'avais fermé les yeux sur les irrégularités comptables, amoureuse aveugle. Et maintenant, demande-t-il. Je m'approche, effleurant sa main veineuse. Maintenant, tu paies. Mais je te donne une chance, témoigne contre Isabelle. Sauve ton âme. Il accepte, se lâche, et son témoignage est le clou dans le cercueil d'Isabelle. Elle a insisté pour le poison. Moi, j'hésitais. Mensonge pieux, mais efficace. La cour condamne Isabelle à 15 ans, pour tentative d'homicide et escroquerie aggravée. Elle hurle en sortant, me maudissant, tu paieras dans l'autre monde, Claire. Tu es un démon. Les chaînes cliquettent, et Paris acclame la justice rendue du moins, la version officielle. Mais le vrai chaos couve ailleurs, les protecteurs d'Étienne. Bertrand, mon marionnettiste involontaire, m'invite à dîner au Train Bleu, la brasserie somptueuse de la gare de Lyon. Tout est arrangé, Madame Duval. L'enquête sur Laurent s'arrête là. Son sourire est huileux, mais je sens le piège. Au dessert, il glisse, en échange, votre silence sur nos petites affaires communes. Chantage en miroir. Je ris doucement, sortant une clé USB de mon sac. J'ai tout enregistré, monsieur le juge. Vos conversations avec Étienne, vos pots de vin pour les permis de construire illégaux. Son visage vire au cireux. Vous bluffez. Non. Duval a fait du bon travail. Bertrand cède, une promotion pour moi à la tête d'une nouvelle galerie financée par l'État, en échange de son retrait des cercles corrompus. Libéré de ce fardeau, je rends visite à l'enfant en Bretagne, sous un ciel clair pour une fois. Marie m'accueille dans une ferme au volet vert, la petite Élise, 7 ans jouant dans la cour avec un chiot galeux. Maman, demande-t-elle en me voyant, ses yeux verts comme les miens non, comme ceux d'Étienne, mais purifiés. Je m'agenouille, le cœur fendu. Pas encore, ma chérie. Mais bientôt, si tu veux. Elle hoche la tête, innocente, et je pleure en la serrant, mélange de joie et de poison résiduel. C'est ma twist personnelle, la maternité volée, rendue par la vengeance. Je finance leur vie discrète, un fonds secret alimenté par les restes des malversations récupérées. Étienne, lui, pourri en prison provisoire, attendant son tour au tribunal. Ces lettres me parviennent, suppliantes, reviens-moi, Claire. Je changerai. Je les brûle dans la cheminée de l'appartement, les flammes dansant comme des diables rieurs. Mais le doute s'insinue plus profond, et si la vengeance me transformait en monstre pire qu'eux? Les nuits, je marche le long des quais, l'eau noire reflétant mon visage hanté. Un soir, je croise un mendiant qui me tend la main, une pièce pour un mort-vivant. Je sursaute, comment sait-il? Mais c'est Paris, ville des apparences, où chaque ombre cache un secret. La phase finale s'annonce, exposer le réseau entier. Avec l'aide de Victor, qui revient à Paris pour régler les comptes, nous infiltrer une soirée clandestine à l'orangerie du Luxembourg, élite corrompue trinquant à des verres de cristal. J'y entre comme une reine déchue, robe rouge sang, et lâche la bombe, un discours improvisé sur les ombres de la République. Les dossiers volés pleuvent sur les tables,
preuve de collusion entre juges, avocats et promoteurs. Panique générale, Bertrand s'étrangle avec son cigare, un préfet s'enfuit par une porte dérobée. Victor, en ombre discrète, filme tout pour le Deep Web. Au milieu du chaos, Isabelle s'échappe de sa cellule, un transfert bâclé, une complicité interne. Elle me traque, me laisse un message vocal, c'est pas fini, salope. Je viens pour toi. La tension est un fil tendu, prêt à rompre. Je renforce les serrures, dors avec un couteau sous l'oreiller, mais l'excitation l'emporte sur la peur. C'est le jeu, le vrai, chat et souris dans les artères de Paris. Pourtant, un moment de faiblesse, je rends visite à Étienne en cellule. C'est fini, dis-je. Il lève les yeux, brisé. Aide-moi à témoigner contre les gros poissons. Pour Élise. Je hoche la tête, clémence sélective, une faille dans mon armure. La vengeance n'est pas linéaire, elle serpente comme la Seine, charriant des regrets. L'hiver s'abat sur Paris comme une vengeance divine, la neige fondue transformant les Champs-Élysées en un bourbier grisâtre où les piétons glissent comme des âmes en peine. Isabelle est en fuite, un fantôme traqué par les sirènes de la police et les ombres de mon réseau. Duval, mon limier infatigable, me piste ses mouvements, un ATM retiré à Bastille, un appel depuis une cabine à Pigalle, des nuits dans des motels sordides de la banlieue ouest. Elle est désespérée, madame. Prête à tout. Tout, y compris le meurtre. Je ris, un rire sec comme le vent du Nord, en sirotant un café noir dans mon nouveau bureau de la galerie rénovée, un espace immaculé au cœur du Marais, financé par les fonds saisis aux corrompus. Le procès d'Étienne s'ouvre dans une salle comble, les médias se repaissant du scandale comme des corbeaux sur une charogne. Il entre, menotté, le costume froissé, mais l'œil vif, il a choisi la coopération, chantant comme une pieuvre vidée de son encre. J'accuse le système, déclare-t-il à la barre, nommant Bertrand, le préfet, et une ribambelle de hauts fonctionnaires. La cour est un cirque, huée, applaudissements, le juge principal tapant du marteau comme un chef d'orchestre dément. Je témoigne à nouveau, cette fois avec une pointe de vérité, mon mari m'a trahi, empoisonné pour un enfant caché et des millions volés. Mais le vrai poison est dans les veines de notre élite. Les jurés, citoyens ordinaires de banlieue, hochent la tête, Paris, ville des Lumières, adore un bon purge. Ma décision controversée du moment, pardonner, ou feindre? Étienne me supplie lors d'une visite conjugale, à travers la vitre blindée. Claire, pour Élise. Laisse-moi la voir, une fois dehors. Je fixe ses yeux, cherchant le mensonge, mais n'y trouve que du désespoir pur. Sur parole? Il jure sur la tête de la gamine. Je sais de folie? Peut-être. J'organise une rencontre secrète en Bretagne, Marie veillant comme une louve. Élise court vers lui sur la plage, vagues grises léchant le sable, et il pleure, cet homme qui n'avait jamais versé une larme pour moi. Papa, murmure-t-elle. Le spectacle me déchire, vengeance ou rédemption? Je m'éclipse, laissant père et fille à leur fragile miracle, mais avec un traceur GPS sur sa cheville, confiance, mais vérifiée. Isabelle, elle, contre-attaque. Une nuit, mon téléphone sonne anonyme, rends-toi, Claire, ou l'enfant paie. Mon sang se glace, elle a trouvé la piste bretonne. J'alerte Victor, qui active ses Tchétchènes, un commando discret qui la piste jusqu'à un entrepôt abandonné près de Bercy. La confrontation est inévitable, je m'y rends seul, un flingue chargé dans mon sac, acheté illégalement sur le marché noir de Barbès, une autre tache sur mon âme. L'entrepôt pue la rouille et l'oubli, ombre dansant sous les néons fuyants. Isabelle? Ma voix résonne, écho moqueur. Elle surgit des ténèbres, un couteau à cran d'arrêt luisant à la main, visage tordu par la haine. Tu as tout pris. Mon amour, ma fille, ma vie. Elle bondit, et nous luttons dans un balai mortel, ongles lacérants, souffle haletant, le métal froid contre ma gorge. Tu m'as tué, salope. Pour un homme qui te baisait à peine, hurle-t-elle. Je riposte, genoux dans son ventre, et nous roulons sur le béton granuleux. Le twist, elle c'est pour ma mort. Étienne m'a tout dit, en prison. Tu es une revenante, une sorcière. Panique fugace comment? Un gardien corrompu, sans doute. Mais la rage l'emporte, je la plaque au sol, couteau contre sa jugulaire. Paix pour mon enfant perdu. Pour les nuits où tu riais de ma douleur. Elle sanglote, pitié. Pour Élise. Victor intervient alors, ces hommes la maîtrisant sans un mot. Pas de mort trop facile. Au lieu, nous l'attachons,
et je lui montre une vidéo, Élise riant avec Étienne, innocente. C'est ton châtiment, vivre avec ça, en cage. La police arrive, type orchestré, et Isabelle est reprise, hurlant malédiction jusqu'aux menottes qui claquent. Nettoyage impeccable, Victor disparaît dans la nuit, emportant son dû, un Rembrandt volé de la galerie, cadeau d'adieu. Le chaos Trao explose lors de la sentence d'Étienne, 20 ans, sans remise, pour fraude massive et tentative d'assassinat. La salle applaudit, mais je sens le vide. Dehors, sous la pluie, un journaliste me coince, « Madame Duval, comment avez-vous survécu à tout ça ?» Je souris pour les caméras, la France enseigne la résilience. Et la vengeance, parfois, est la meilleure professeure. Mais intérieurement, le poison résiduel me ronge, ai-je gagné, ou perdu mon humanité? Les semaines suivantes sont un tourbillon de reconstruction. Je reprends la galerie, exposant des œuvres sur la trahison aux toiles sombres de jeunes talents, inspirées par mon histoire anonyme. Élise vient à Paris pour Pâques, dormant dans mon lit, son petit corps chaud chassant les fantômes. Tante Claire, appelle-t-elle dans la nuit. Je la berce, murmurant des contes de fées tordus où les méchants paient, mais les bons cicatrisent. Étienne écrit depuis sa cellule, « Merci. » Pour elle. Je réponds une fois, « Pas pour toi. » Pour nous, les ombres. Pourtant, un nouveau secret émerge, Bertrand, le juge, suicidé dans sa dacha provençale, une dépression, disent les rapports, mais je sais, Victor a réglé les comptes. Culpa mine, suis-je complice d'un meurtre? Oui, et la France, avec son code pénal labyrinthique, m'absout dans l'ombre. Isabelle, en tôle de Fleury-Mérogis, m'envoie une lettre, tu as gagné. Mais le poison te rongera de l'intérieur. Prophétie? Peut-être. Les migraines reviennent, flash de ma mort, et je consulte un psy ironie, le même qui soignait Étienne. La tension culmine en un dîner solitaire au Fouquet's, où je croise un ancien amant d'Étienne, un bellâtre ambigu. Claire, tu es changée. Plus forte. Nous finissons la nuit chez lui, corps entremêlé dans une catharsis brutale, mais au matin, je pars sans un mot. Pas d'amour, plus jamais seulement la vengeance comme amante fidèle. Le twist approche, une lettre anonyme, postée de Lyon, la vraie trahison commence maintenant. Mon cœur s'emballe qui? Un complice oublié. Paris, ville de mystère, me réserve encore des surprises. Le printemps tardif fleurit enfin sur Paris, les marronniers du boulevard Saint-Germain éclatant en bouquets blancs comme des mensonges purifiés. Mais la lettre anonyme plane comme un corbeau sur mon épaule, son encre noire criant un avertissement, tu crois avoir gagné? Regarde derrière toi. Derrière, les ruines de vie brisées, Étienne en cage, Isabelle enragée, Bertrand mort par sa main. Et moi, Claire Duval, galeriste vengeresse, reine autoproclamée d'un empire de cendres. Je renforce les gardes, alerte Duval, trouver l'expéditeur. Ces recherches mènent à un nom inattendu, mon propre frère, Antoine, exilé à Lyon depuis notre enfance orpheline. Il sait pour l'enfant, murmure Duval au téléphone. Le twist final, la trahison familiale, enfouie plus profond que les catacombes. Antoine et moi, séparés par la mort de nos parents dans un accident douteux voiture sabotée, n'avions jamais guéri. Il m'avait accusé, adolescente, d'avoir hérité de tout, la maison familiale en Normandie, l'assurance vie. Tu as toujours été la favorite, crachait-il lors de nos rares rencontres. Mais la vérité, révélée par ses emails piratés, il était le contact d'Étienne pour les fonds détournés, blanchissant via une fausse société d'import-export. Et ma mort? Il avait fourni le poison, pour régler les dettes familiales. Mon propre sang, empoisonneur. La rage me submerge, un tsunami qui noie les remords. Je prends le TGV pour Lyon, cœur battant comme un pèlerinage maudit. La ville rhône-alpine m'accueille avec son Mistral froid, ses traboules sombres où se cachent les secrets. Antoine habite un loft industriel près de la Confluence, façade anonyme. Je frappe à la porte, sans arme cette fois, c'est personnel. Il ouvre, surpris, quarantaine fatiguée, barbe poivre et sel, yeux verts comme les miens. Claire? Qu'est-ce que? Je le pousse à l'intérieur, claquant la porte. Explique, frère. Le poison, l'argent, notre sœur morte avant d'être née. Il blêmit, reculant vers le bar. C'était Étienne. Il m'a forcé, pour les dettes de papa. Mensonge. Je sors la lettre, la lui agitant sous le nez. Tu étais le maillon faible. Et maintenant, tu paies.
La confrontation dégénère en hurlements, il avoue tout, voix brisée par l'alcool et la culpabilité. Papa avait détourné des fonds municipaux, avant l'accident. Étienne l'a su, nous a fait chanter. Ta mort. C'était pour couper les fils. Notre père, le vrai monstre originel, mort pour couvrir ses traces, nous laissant orphelins et complices malgré nous. Je pleure, pour la première fois devant lui, un torrent qui lave des décennies de silence. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Il s'effondre à genoux, peur. Tu étais si pure, Claire. La revenante. Il sait pour ma renaissance? Un délire? Non, Étienne, en prison, a murmuré des bribes à un codétenu, qui a filé le tuyau. La décision ultime, controversée jusqu'à l'os, tuer, ou absoudre? Mon couteau métaphorique, cette fois hésite. Au lieu, je l'oblige à signer, une confession complète, envoyée au procureur. Appelle la police, Antoine. Ou je le fais. Il compose le numéro, tremblant, et les menottes claquent à nouveau. Pardonne-moi, murmure-t-il en partant. Pardonne? Peut-être, dans une autre vie. Pour l'instant, c'est la chaîne qui l'innocent souillé. De retour à Paris, le chaos Trao explose en apothéose, le grand procès des élites corrompues, un feuilleton national retransmis en direct. Étienne témoigne depuis sa cellule, voit nasillarde via visioconférence, démantelant le réseau comme un château de cartes. Non tombe, préfet, maires adjoints, même un ministre adjoint aux finances. Isabelle, depuis sa geôle, est extraite pour contre-interrogatoire, elle craque, accusant tout le monde pour alléger sa peine. C'était un système. Claire. Elle a tout orchestré, rit-elle hystériquement. La salle éclate en murmures, le juge la fait taire, mais le doute sur moi germe. Un journaliste creuse, Madame Duval, des rumeurs de vengeance personnelle. Je souris, la vérité est son propre poison, monsieur. Le twist final me frappe comme une révélation hugolienne, enceinte. Un test positif, fruit de ma nuit avec l'artiste ou le bellâtre? Peu importe. Vie nouvelle, issue des cendres. Je touche mon ventre, sentant un battement ténu, et ris aux éclats, le destin, ce farceur français, me rend ce qu'on m'a volé. Mais le prix? Les migraines empirent, vision de ma mort se mêlant à des rêves d'avenir. Docteur, stress post-traumatique. Ou plus. Poison résiduel? Isabelle avait raison. La fin est un mélange de triomphe et de BKCH douce. Étienne écope de perpétuité conditionnelle, mais meurt en cellule d'une crise cardiaque karma, ou main de Victor? Isabelle, rongée par le cancer en prison, m'envoie une dernière lettre, tu as gagné. Élève-la bien. Élise vient vivre avec moi, petite sœur pour mon enfant à naître, et nous arpentons Paris, main dans la main, sous un ciel enfin bleu. La galerie prospère, expo aux Renaissance, toile de femme ressuscitée, symbole de ma propre histoire. Pourtant, dans les nuits calmes, je murmure à l'ombre d'Étienne, c'était pour nous. Vengeance accomplie, mais le cœur saigne encore. Paris, indifférente, continue son tango de lumière et d'ombre. Et moi, Claire la revenante, je danse avec, un pas en avant, deux en arrière, éternel dans ce cycle de trahison et de rédemption. Fin. La boucle est bouclée, mais les échos persistent.